Bienvenue dans ce cours sur la programmation Android. On se retrouve pour le 7e épisode consacré aux bases de données locales, en l'occurrence de Room. Alors déjà, qu'est-ce que c'est Room? C'est une librairie de bases de données, pour faire simple. Alors pour se mettre un peu dans le contexte, depuis toujours, jusqu'à aujourd'hui, surtout pour les courageux, on utilise la librairie de bases de données basique et importée par Android, qui s'appelle SQLite OpenHelper. C'est très loin à mettre en place, beaucoup de code répétitif, pas intuitif. Mais depuis 1-2 ans, Google nous a fourni une librairie de bases de données beaucoup plus récente, qui est une surcouche de SQLite OpenHelper. Donc ça reprend exactement les mêmes fonctionnalités, le même principe. Par contre, il y a une surcouche qui permet de- d'implémenter beaucoup plus facilement une base de données locale, et surtout, avec beaucoup moins de code répété à plusieurs endroits. Donc, pour mettre en place Room, première chose à faire, c'est d'implémenter les dépendances. Room, c'est une librairie externe à notre application, donc il va falloir qu'on ajoute des dépendances à notre fichier Gradle. On se retrouve dans notre projet Android, appelé My Room Application. Dans mon bulle Gradle du module, dans les dependencies, j'ai une zone d'implémentation. Je vais séparer cette zone avec les tests d'implémentation et j'ai ajouté mon implémentation de Room. Une fois fait, je fais Sync Now. Et donc, maintenant que ma dépendance est bien implémentée dans le projet, on va faire un peu de pratique et gérer une base locale de joueurs. Donc, je vais créer un objet, une classe. J'ai la classe et je vais l'appeler Player. La classe est créée. Pour qu'elle puisse être considérée comme une table dans la base locale, il faut 3 critères obligatoires. La première, c'est Entity. Juste pour dire que, à Room, que cette classe-là, ça va être une table. La deuxième, alors Entity, juste pour info, on peut très bien lui passer aussi un table name si jamais on veut euh, un nom de table différent de, euh, de, celle du nom de la classe. Donc, entity, c'est le premier critère obligatoire. Le deuxième critère obligatoire, c'est la primary key. Primary key, si vous avez fait du SQL, c'est une notion fondamentale. Ça permet d'identifier chaque enregistrement, chaque ligne d'insertion dans une table grâce à une clé d'identification. Donc, primary key, ça va être public int ID. Voilà. Et le troisième élément important, c'est la portée, la protection de nos propriétés. Pour que Room puisse lire les attributs de notre classe, il faut qu'il soit soit en public ou alors en privé avec un getter public. Donc, on va directement mettre nos propriétés en public. On va mettre string name, public string name, public int hp, public int. Voilà. Et on va lui mettre un constructeur. Et on va lui dire que je veux que ce soit auto-généré. Donc auto-generate égale true. Donc à chaque insertion dans ma classe, dans ma table player, l'ID sera auto-généré, sera incrémenté automatiquement. Voilà pour notre table player. Maintenant, il nous faut créer ce qu'on appelle un DAO. C'est quoi? Alors c'est un Data Access Object. C'est tout simplement l'interface qui va faire le lien entre notre objet player et notre base locale. Son rôle va aller décrire, lire, modifier ou supprimer des lignes dans la base. Donc, si on le met en pratique, on va créer une nouvelle classe, voilà, une interface qu'on va appeler Player DAO. Dans notre interface, qui est publique, pareil, des critères obligatoires, comme pour le player où la notation entity était obligatoire pour que Room puisse la détecter en tant que table, là, pour que Room puisse détecter cette interface en tant que DAO, il faut la notation DAO. Et ensuite, il nous faut donc maintenant toutes nos méthodes crudes, création, insertion, lecture, suppression. Et pour ce faire, on va mettre des méthodes sans body. Par exemple, si on veut
récupérer la liste de tous les joueurs. J'importe Java liste player, et je vais l'appeler getAllPlayer, sans body. Ok. Maintenant, comment est-ce que je vais faire pour dire que je veux récupérer tous les players? Comment est-ce que je vais lui donner l'instruction? Là, c'est pareil, c'est avec une annotation query. Là, ça va être une requête SQL. Select all from player. Là, je récupère, en tapant getAllPlayer, je vais récupérer tous les players de la table player. Si je veux récupérer un joueur, un player par ID, je peux faire list player get player by ID. Je vais en récupérer qu'un seul, vu que get all player par ID, int ID player, et pareil, une query select all from player where ID, donc le paramètre, égal, et là, avec les deux points, je peux accéder à ce qui est un paramètre. Et là, je récupère le player par ID. Si je veux faire une insertion, très simple, void insert, j'inserte quoi? J'inserte un player. Pas de body, toujours, mais une notation. Insert. L'insertion est faite. La méthode d'insertion. Si je veux faire un update, player, update. Suppression, player, delete. Voilà. On a notre DAO qui est implémenté. En tapant sur les méthodes de ce DAO, par extension, on tapera sur une requête SQL comme celle-ci ou comme une insertion. Voilà. Et c'est à ce niveau-là que Room est intéressant. C'est vraiment cette surcouche à SQLite OpenHelper. C'est derrière, ce qui est fait, c'est exactement pareil que si on faisait manuellement depuis SQLite OpenHelper, mais vu que c'est du code redondant, du code répétitif, ça n'a pas d'intérêt de le refaire. Maintenant, on arrive à l'avant-dernière étape, ça va être la création de la base de données. Donc on a créé la table, on a créé le DAO, par contre on n'a pas encore créé la base. Donc pareil, nouvelle classe, on va appeler game database. Si jamais on veut ajouter d'autres éléments à cette table. Et toujours pareil, des éléments obligatoires dans cette table. La première, ça va être annotation database. Voilà, faut pas oublier. Vous voulez créer une table, il faut que Room sache que la classe est une table, donc entity. Vous voulez créer un DAO, il faut que Room sache que c'est un DAO, donc annotation DAO. Vous voulez créer une base, il faut que Room sache que cette classe c'est une database, donc annotation game database, enfin annotation database. Donc database prend des paramètres obligatoires, donc la liste des tables, entities, et dans cette liste, il faudra mettre les tables. Je vais mettre la table player.class. Et il lui faut aussi une version, la version. La version est très importante, étant donné que à chaque modification dans notre structure de base, donc modification de nos tables, ajout de nouvelles tables, c'est une modification de structure. Et à chaque fois que vous faites ça, il faut incrémenter la version pour que Room puisse la prendre en compte. Ensuite, méthode getInstance. GetInstance, c'est tout simplement un pattern singleton. Je vais écrire la méthode static synchronized. Synchronized, je vous expliquerai plus tard pourquoi synchronized. Game database getInstance, qui prend en paramètre un contexte et j'importe le contexte. GetInstance, qu'est-ce qu'il va faire? Il va retourner une instance de la base de game database. Si elle existe, il récupère celle qui existait et la retourne. Si elle n'existe pas, il en instancie une nouvelle. Donc,
private, statique, volatile. Je vous expliquerai aussi plus tard pourquoi volatile. Game database, instance. Donc, if instance égale nul. Alors, instance égale create. Je vais créer une nouvelle classe, une nouvelle méthode après, qui prend un contexte. Sinon, return instance. Donc, cette méthode-là, je vais créer private statique serveur database create. Notre get instance est créé. Donc, create, il a besoin d'un contexte, il prend un contexte. Notre pattern singleton est implémenté. C'est obligatoire de passer par la réutilisation d'une instance parce que chaque instance de room database, et en même temps j'oublie vérité de room database, mais chaque instance d'une classe room database est extrêmement lourde. Et donc on a rarement besoin d'utiliser plusieurs instances de game database ou d'un room database. Donc il faut réutiliser l'instance déjà créée pour ne pas avoir à faire des traitements trop lourds pour l'application. La méthode create, elle retourne un game database, elle retourne une instance de room database. On va utiliser une méthode room.database builder qui retournera un room database. Donc cette méthode build retournera derrière un game database. Qu'est-ce qu'elle a besoin? Un contexte, parfait, on l'a ici. Elle a besoin aussi d'une classe room database, une classe qui hérite de room database. Donc c'est parfait, j'ai mon game database. Classe. Et elle a besoin de quoi d'autre? Elle a besoin d'un string name, donc un nom de classe. Je vais créer une méthode qui s'appelle dbName par exemple, private statique string dbName égale. Et je vais l'appeler GameDB. Game.db. Voilà. Et donc, je vais lui passer dbName. Voilà. Donc maintenant, il va pouvoir instancier cette base de données, si elle n'existe pas. Et si elle existe, il va pouvoir la récupérer. Nickel. Donc ça, je n'oublie pas de le retourner. Et on est plutôt bien. On peut directement ajouter une public abstract playerDAO get playerDAO. Si on ajoute ici, c'est voilà. Maintenant, on accède depuis le game database, on pourra accéder au playerDAO. On a notre implémentation de la base qui est implémentée de A à Z. Cependant, il manque encore une chose. C'est là qu'entre en jeu une nouvelle notion. Chaque requête, en l'occurrence ici, ça sera des requêtes SQL, sont considérées comme des traitements lourds et doivent être lancés dans un thread à part. Déjà, qu'est-ce qu'un thread? Un thread, pour faire simple, c'est un processus. Et le multithreading, c'est la nouvelle notion qu'on va voir maintenant, ça permet de séparer l'exécution d'un programme en plusieurs processus. Dans cette vidéo, enfin dans la suite de la vidéo, on va parler des handlers. Il y a plusieurs façons de gérer des processus multithreading. Là, dans cette vidéo, on va parler des handlers. Le concept de multithreading, voilà, c'est de séparer l'exécution d'un programme en plusieurs processus légers qui ont chacun leur utilité. Il faut toujours garder dans un coin de la tête, c'est qu'Android, c'est un framework qui se base sur un seul processus responsable de dessiner l'interface graphique. Donc le thread principal, là où on dessine toute notre interface graphique, est un thread où il ne faut effectuer aucun traitement lourd. Parce que si ce processus est inactif à cause d'un traitement lourd pendant plus de 5 secondes, elle est considérée comme morte. À partir du moment où elle est considérée comme morte, le système Android peut se permettre de proposer à l'utilisateur de quitter l'application.
le thread principal est donc intouchable. Il ne faut jamais faire de traitement, et surtout de traitement lourd sur le thread principal. Et c'est là qu'on va ajouter le handlers. Ça permet de communiquer avec notre thread principal depuis un thread en arrière-plan. Donc pour récapituler, on a un traitement lourd à faire. Imaginons que l'on veuille calculer l'itinéraire d'un coursier. Pour ce faire, le calcul se fera sur un thread en arrière-plan, donc toute la partie lourde. Et à partir du moment où le processus a fini son calcul, il donne sa réponse au thread principal, qui lui n'aura qu'à afficher le résultat du traitement lourd. Il y a une séparation des tâches, et surtout, les tâches lourdes n'incombent pas au thread principal. Donc, dans notre exemple, on a créé notre base de données locale, et on va insérer un joueur dans la base. On va mettre en pratique, et effectuer un traitement depuis un processus en arrière-plan. Donc là, j'ai créé mes variables, une variable handler et deux variables pour mes vues. J'ai instancié ces trois variables. Et lors du clic sur le bouton Create, j'appelle cette méthode createPlayer. Et c'est dans cette méthode createPlayer que je vais gérer toute cette gestion de multithread. Donc, on va créer un nouveau player. Il a besoin de quoi? Il a besoin d'un name. Le name, ça va être ce que l'utilisateur va mettre dans le champ de texte. Donc, text to string. Et on veut lui dire sans HP et sans mana, en player classique. Maintenant, on va gérer notre thread en arrière-plan. Thread. Il a besoin de quoi? Il a besoin d'un runable. Un runable, c'est juste un message. Et il a besoin qu'on start ce runable. Voilà. Donc là, j'ai démarré mon thread. Et dans le thread, dans le message, j'ai envie de faire une action. Donc dans le run, ça va être toute mon instruction, mon calcul dans le thread en arrière-plan. Et ça va être ici que je vais faire mon getDatabase.getInstance. Je vais récupérer le myActivity.10, donc le contexte de mon myActivity. Et maintenant que je l'ai, je peux accéder au player DAO, donc à l'insertion. Et ici, je vais faire un insert dans mon player. Aussi simple que ça. Maintenant que le traitement a été fait dans le thread en arrière-plan, je vais devoir envoyer un message à mon thread principal, mon thread UI. Et ce message-là, ce sera le toast. Je vais dire, donc le handler create, il va poster un message, donc un runable, new runable. Et dans son run, il va dire toast, joueur créé. Le toast, il peut être fait que sur le thread principal. Donc si on est sur un thread en arrière-plan, si je fais un toast depuis un thread en arrière-plan, ça ne marchera pas. Là, j'envoie un message et je lui dis que maintenant que c'est fait, maintenant que la création a été faite, eh bien, j'envoie ce message au thread principal pour que le thread principal affiche ce toast. Maintenant, on va pouvoir tester. Mon application est lancée. Dans mon champ de texte, je vais appeler le joueur test et je vais lancer la création. Joueur créé. Donc, le handler a bien pris en compte le message, le looper a bien pris en compte le message que le handler a envoyé et a bien affiché ce toast sur le thread UI. Maintenant, à voir si la création s'est bien faite. On a un outil qui s'appelle Database Inspector et qui nous permet de voir que l'insertion a bien été faite. Test Android HP. Alors, je vais créer un nouveau test Android 2. Si je refresh la table, test Android 2 avec les bonnes valeurs. Voilà. Voilà pour cette partie sur les bases locales Room et sur une brève introduction au monde du multithreading. Il existe différentes façons de gérer le multithreading avec chacun leur utilité. On verra certainement plus tard. Et la prochaine fois, nous verrons comment gérer le client HTTP Retrofit.